Merci à toutes et à tous. Il y a quand même quelques garçons dans l'assemblée, c'est cool. On est aujourd'hui réunis au Compote grâce à une seule personne, Marie-Elisabeth, qui a ouvert ce lieu. On va se présenter chacune notre tour et ensuite on est parti pour 1 heure. On va cuisiner Marie-Elisabeth sur comment elle en est arrivée là, comment ce parcours aussi exceptionnel a pu se produire, comment elle est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. Je m'appelle Capucine Caro. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas ici, ça fait 7 ans que j'ai monté mon agence de communication, donc spécialisée sur les réseaux sociaux. J'accompagne tout type d'entreprises au quotidien dans leur gestion des réseaux. Et on s'est aussi beaucoup rapproché avec Marie-Elisabeth par rapport à un collectif que j'ai monté qui s'appelle La Fabrique et qui permet en fait à toutes les personnes qui sont à leur compte dans la communication de se réunir. Donc je suis apporteuse d'affaires, je crée du business, mais on crée aussi des événements autour de l'entrepreneuriat, de la com, du marketing, parce que c'est ce qui nous réunit toutes et tous ici au Compote. Et donc j'ai fait aussi la connaissance de Floriane qui va se présenter à son tour. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Floriane. Avant toute chose, je suis salariée de Marie-Elisabeth, donc c'est comme ça que moi je la connais. Et aujourd'hui, je fais le podcast pour Brave. Brave, c'est mon association, donc je suis la présidente de l'association Brave, qui veut dire Belle rencontre autour d'un verre, qu'on a créé en 2023. Et l'idée de cette association, c'est de permettre aux gens de créer du lien social et de lutter contre l'isolement à travers des petits événements du type café, discussion. Merci aussi à la personne qui se charge aujourd'hui de la prise de son, prise de vue, donc un podcast que vous pourrez retrouver sur différentes plateformes après l'événement. Donc c'est une première, comme dit, de rendre une conférence, podcast, filmé, enregistré, etc. Donc je suis très contente de pouvoir faire ça aujourd'hui et que Marie-Elisabeth ait accepté. Ça va être une conversation où on va vraiment aborder différents thèmes. Moi j'ai un podcast qui s'appelle La Fabrique qui est vraiment porté sur l'aspect business et Floriane prendra vraiment la main sur tout ce qui est davantage tourné vers l'humain, les valeurs, la femme en tant que telle. Beau programme. Beau programme. On va dans un premier temps te laisser te présenter. Qui es-tu, Marie-Elisabeth ? Alors, c'est toujours un peu compliqué de me présenter parce que d'habitude, c'est moi qui présente les autres. Donc déjà, à partir de là, ça donne déjà un peu une vague idée de qui je suis. Donc, North Marie-Elisabeth, j'ai 36 ans depuis peu. Je suis créatrice de liens, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce qui me représente le mieux. Parce qu'aujourd'hui, je suis du coup la gérante de 3 sociétés. La première qui va fêter ses 8 ans, une agence de communication qui s'appelle 360 degrés North, qui est basée du coup à Strasbourg. Un premier tiers-lieu que j'ai eu l'audace d'ouvrir juste après le Covid, qui s'appelle Les Compotes à Strasbourg. Pour ceux qui connaissent un petit peu Strasbourg, c'est basé à Neudorf, donc le quartier le plus peuplé de Strasbourg. Et depuis peu, et c'est ici qu'on enregistre le podcast, j'ai ouvert un lieu, on va dire similaire, mais pas tout à fait, qui s'appelle Les Compotes à Mulhouse, au sein de ce bâtiment quand même assez emblématique qui est la Société industrielle de Mulhouse. Merci pour cette présentation. Je me permets de commencer par une petite question pour comprendre qui tu es et ce parcours incroyable. J'ai envie de savoir qui tu étais enfant. J'étais une enfant qui jouait toute seule. C'est-à-dire que j'ai 2 grands frères avec des âges plutôt importants de différence. Et en fait, un jour, ma maman, elle m'a dit, quand j'étais plus âgée, t'as voulu grandir vite, t'as toujours été indépendante. Très petite, t'as dit je veux dormir dans le grand lit et je veux jouer seule en fait. Parce que je crois que dès petite, je me suis sentie un peu différente. Et aujourd'hui, tu te qualifies comme étant créatrice de liens. Ouais, mais pour les autres, pas pour moi. C'est tout le paradoxe en fait aussi. C'est le paradoxe de ma personnalité, c'est-à-dire que moi en fait j'adore faire pousser les gens ensemble et moi regarder et entre guillemets me dire waouh, j'ai réussi ça. Ok. Et c'est-à-dire que récemment, Floriane, elle m'a dit, parce qu'elle m'a vue toute guillerette comme ça, elle m'a dit, en fait, toi, tu te nourris des autres. J'ai dit, c'est exactement ça, en fait. Je me nourris du bonheur des autres, de voir des gens dans mon lieu qui me disent, ah, punaise, c'était magnifique, j'ai rencontré une telle. Et en fait, à la fin de la journée, je me dis, bon, j'ai réussi mon pari, en fait. Et c'est ce que tu fais, en fait, avec ces 2 établissements à la fois. En fait, tu couvres maintenant l'Alsace grâce à ces 2 établissements. Ouais.
Et en fait, pour la petite histoire, moi je viens d'ici, je viens de plus exactement le Sungo, mais normalement ça se dit pas en public. Et effectivement, moi j'ai vécu à l'étranger très rapidement. Pareil, un peu comme quand j'étais petite, j'ai voulu aller seule, loin, me faire un peu mes armes. Ma mère m'a dit à chaque fois que je lui disais « Ah, j'ai un stage à l'ambassade de France. Ah, j'ai un stage dans le naval. » Elle fait « Oh, t'es folle, Marie-Elisabeth. » Et en fait, j'avais besoin de me challenger à chaque étape de ma vie d'adolescente, adulte. J'ai eu besoin de ça parce qu'en fait, petite, très tôt, on m'a dit que j'étais pas bonne à l'école, que je ferais sûrement un CAP. Et au fait, un CAP, c'est très bien, c'est pas du tout une insulte. Mais à l'époque, moi j'ai 36 ans, à l'époque, faire un CAP, faire un parcours on va dire professionnalisant, c'était mal vu, c'était un peu la case, c'était un peu pour les gens qui étaient pas bons, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Mais est-ce que dans tout ça, tu sentais déjà que tu avais cette vibe de l'entrepreneuriat? Parce que c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs dans ta famille avant vous, avant les enfants? J'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur, donc non. Je viens d'un village, donc c'est quand même étonnant comme parcours, même dans mon village. Mais alors, entrepreneur, je crois que je me suis sentie entrepreneur à partir du moment où j'ai fini mes études et que je me suis dit, ok, t'as fait un stage en ambassade, t'as vu t'as pitché devant des ambassadeurs et des consuls et en fait tu t'es rendu compte que c'était pas si impressionnant que ça. Ensuite, t'as fait un stage dans le naval et t'as fait une journée de relations publiques avec l'état-major de la marine royale marocaine. En fait, c'est des gens comme toi et moi. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, en fait, moi, je vais faire la chose par moi-même. Et surtout, et ça, peut-être que ça va te parler, à toi particulièrement, Capucine, quand je suis sortie de master en relations publiques, j'ai pas trouvé de travail, en fait. J'ai candidaté à plein d'endroits et je n'ai pas trouvé de travail. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée toquer chez les amis allemands. Première candidature, j'ai été prise directe et en fait, ils m'ont dit en voyant mon CV, ok, toi, t'es quelqu'un qui prend des risques. Et du coup, je suis allée m'isoler à Göppingen. Enfin, vous allez voir après sur Internet où c'est au milieu de nulle part en Allemagne. Ils parlent même pas le Hochdeutsch et en fait, je suis allée là-bas pendant 3 ans. J'ai fait mes armes, ensuite j'ai ouvert la société française de cette structure-là. Et puis en fait, j'ai fait de l'intrapreneuriat pour une structure et à ce moment-là, je me suis dit, tous les mois, tu as la pression du chiffre, pourquoi tu ferais pas ça pour toi? Okay. En fait, ça s'est fait un peu naturellement, on va dire. Mais c'est pas depuis que t'es petite, t'as envie d'entreprendre, etc. Ça t'est tombé dessus plutôt après tes études? En fait, pendant mes études, j'étais beaucoup investie dans l'associatif. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit à Floriane, ce qui m'a plu sur son CV, c'est le fait qu'elle ait une association, qu'elle soit engagée dans l'associatif. Parce que pour moi, c'est de l'entrepreneuriat en fait. Pour moi, c'est au même titre en fait, c'est entreprendre en fait. Ça n'a pas besoin d'être t'as pas besoin d'être la chef pour entreprendre. Et du coup, moi en fait, dans mon premier job, je me suis très vite ennuyée, chose qui me ressemble beaucoup. Et donc à côté de ça, j'ai créé ma propre association. À l'époque, j'ai créé un blog. Alors ça existait, oui, fut un temps, un blog sur les sorties culinaires. C'est un point en commun que nous avons avec Noémie. Et très rapidement, en fait, ce blog m'a permis de rencontrer plein de gens. Et en fait, je me suis dit, je vais commencer à créer des événements communautaires, un peu finalement comme ce que tu fais au niveau associatif. Et puis mais après, ce blog, tu peux nous dire, il remonte à déjà t'étais précurseur dans tout ce... Je sais pas si j'étais précurseur, mais j'étais une des premières à Strasbourg à lancer un blog autour des sorties culinaires. En fait, c'est parti d'un délire absolu. Je suis propriétaire de mon appartement et à Strasbourg, on a ce qu'on appelle le supermarché de Noël. Et je me sous-louais mon appartement via Airbnb. Et en fait, je me suis dit, au lieu de faire un petit guide que je laisse à mes locataires, entre guillemets, je vais faire un blog. Et c'est parti de là. Ok. Pour leur donner les bonnes adresses. Pour leur donner les bonnes adresses à Strasbourg, puis à Mulhouse. Et c'est pour ça qu'on a 6000 abonnés sur Instagram. C'est parce qu'en fait, j'avais déjà un compte. C'est ça la subtilité, c'est ça comment faire ayez un compte depuis plusieurs années et transformez-le en un autre. Exactement, avec une communauté qui était juste. T'as l'air d'être... je te connais un petit peu maintenant, donc je vois, t'es quelqu'un qui pense super vite, qui voit tout, qui entend tout. Et comment, pourquoi et
Est-ce que c'est pas fatigant aussi d'être comme ça parfois J'ai été diagnostiquée il y a peu autiste, hein, donc je suis dans le spectre. Étonnant, tiens donc. Mais ça n'explique pas tout. J'ai une de mes salariées à Strasbourg qui me dit ça. Elle me dit punaise, tu penses à tous les problèmes avant qu'ils arrivent. Et je crois que c'est une des compétences d'un entrepreneur. Je sais pas si c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, et là je vais t'envoyer des fleurs, c'est que depuis que j'ai Mulhouse, j'ai ma charge mentale qui est divisée auprès de vous toutes et j'ai pas du tout l'impression d'être fatiguée à vos côtés. Mais parce que j'ai appris aussi à manager différemment ça fait 8 ans quand même que je suis aujourd'hui, que j'ai des salariés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus facilement cette capacité à me dire « Ok, elles veulent ». Laisse-leur. Mais c'est pas un problème de déléguer, c'est plus un problème de vouloir vous préserver. C'est-à-dire un truc tout bête, je vais être la première à vouloir faire les toilettes. Enfin, tu le sais, et toutes les tâches ingrates, parce que en fait, je veux vous préserver, parce que je tiens à vous, parce qu'un truc tout bête, moi, je n'existerais pas sans vous. Bon, on peut arrêter le podcast. Voilà, tout est dit. Merci. On va manger, ouais, grave. Ah oui, il y a à manger d'ailleurs. Ok. Je veux bien rebondir sur ce parcours de management. Je t'ai pas connue avant, donc je sais pas comment tu manageais avant, mais c'est vrai que nous, on se connaît depuis 2 mois. Enfin, je suis là depuis presque 2 mois. Et je trouve sa façon de manager dingue parce que c'est en soi, oui, c'est des skills théoriques, mais je pense qu'il y a beaucoup d'humains dans le management. Et Marie-Elisabeth, t'as quelque chose de profondément humain, ça veut dire que tu nous vois plus que comme des employés et comme tu dis, tu veux nous préserver de nos émotions, etc. Est-ce que tu penses que le management, c'est donné à tout le monde ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je suis même pas sûre que c'est donné à moi, en fait, parce que, en fait, vu que je suis quelqu'un au-delà d'empathique, j'ai appris, c'est de l'hypersyntonie, je crois que ça s'appelle, c'est-à-dire que vraiment, en fait, je ressens profondément ce que les autres pensent. Et je peux avoir déjà je peux donner l'impression d'être extrêmement fermée. C'est juste qu'en fait, je me préserve beaucoup parce que quand tu es dans un lieu comme ça, tu prends tout le temps. Enfin, tu le sais en faisant du service. Donc non, c'est pas donné à tout le monde d'être manager et je pense qu'il faut se l'avouer que c'est pas donné à tout le monde, en fait. Et c'est OK. Et il y a en fait, tu peux créer une entreprise sans avoir de salariés. Tu peux bosser en communauté comme toi tu le fais finalement avec des freelances. Moi aussi, je fais travailler des freelances. C'est une autre façon de créer de l'entrepreneuriat. En fait, il y a plein de façons de faire. Donc, ça peut être très vite pesant d'être un mauvais manager. Et du coup, je pense que ça peut que gangréner la société dans laquelle tu es, en fait. Si toi, tu vas pas bien en tant que manager, ça résonne. Enfin, on est dans un lieu ouvert, tu sens forcément mes émotions, c'est obligé. Mais aujourd'hui, tu es manager, tu manages concrètement combien de personnes ? Est-ce que tu t'es formé ? Comment tu as évolué en 8 ans ? Je manage 12 personnes. Mais j'ai la chance d'avoir que des gens extrêmement bien, parce que l'avantage, c'est que quand tu dégages beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté comme moi, tu attires les bonnes personnes. Enfin là, je fais une dédicace à tous mes salariés qui sont juste incroyables. Je me suis pas formée, j'ai beaucoup appris. J'ai déçu très certainement 2-3 personnes qui sont passées par moi. Je pense d'une certaine manière, j'ai dû prendre du recul aussi beaucoup sur le fait que tu peux avoir une relation proche de tes salariés, mais pour autant, ça reste. Le jour où il y a quoi que ce soit qui se passe, t'es quand même la chef, donc c'est quand même contre toi qu'on s'en prend. Donc j'ai appris à me protéger. Je pense que c'est le premier conseil que je donnerais à une personne qui aime comme moi et qui a envie de créer vraiment finalement une structure avec des salariés. Et tu dirais que c'est simple ? Non. Cette limite et cette frontière de, en même temps, être très proche, c'est ce que retransmet votre relation, et en même temps, savoir poser des limites et... Alors, en fait, c'est simple quand on a des personnes comme Floriane qui ont une certaine, je sais pas comment dire, une vraie sensibilité et un vrai raisonnement, en fait. C'est-à-dire que si moi, j'ai peut-être la mauvaise réaction, elle va jamais le prendre personnellement et elle va prendre du recul. Et je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai l'avantage d'avoir vraiment des salariés qui arrivent à faire la part des choses. Et il y a des moments, en fait, où je me suis sentie extrêmement seule dans mon rôle et je me suis isolée parce que je pensais qu'il fallait que je sois un peu dans cette tour d'ivoire et en fait, ça m'a plus nui qu'autre chose.
Donc en fait, il faut juste trouver le juste milieu. Si on a envie d'aller boire un coup à la fin du travail, on le fait. Il n'y a aucune obligation. Je le dis souvent à Floriane, je dis voilà, l'idée c'est pas qu'on devienne copines, on n'a pas besoin de raconter nos week-ends. Si on a envie de faire des choses ensemble, faisons-le. Mais pour autant, on a le droit de pas tout dire et il n'y a pas ce truc de famille là. Moi, je déteste. Il y a un baby-foot et on est une famille. Non. Enfin, moi, j'ai appris tellement de trucs, notamment dans les agences de com, à forcer les autres à boire de l'alcool parce que c'est bien vu, parce qu'il faut boire de l'alcool, parce que, enfin, il y a plein de choses, hein. Il y a extrêmement de dérives, notamment dans le monde de la com. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à certains moments, je me suis sentie être un peu une outsider, à pas vouloir faire comme les autres, mais pour autant, c'est très bien. Mais voilà, faut pas se forcer, il faut juste s'écouter. Et si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire justement par rapport à la com, parce qu'aujourd'hui, on est tous ici au Compote, mais ton premier métier, ta première entreprise, c'est dans la com. Donc, ouais. Comment tu as évolué et aujourd'hui, ça a quelle place dans ta vie, cette agence? C'est rigolo, parce que je suis en plein pivot en fait, donc c'est important, c'est bien que tu m'en parles. Après, tu dis ce que tu as envie de dire. Je dis très bien ce que j'ai envie de dire, t'inquiète pas, ça fait partie de ma personnalité. Donc, vu que je me suis sentie toujours un peu en marge, quand j'étais en agence, très rapidement, en fait, je rentrais pas dans les codes. J'étais dans une agence, ce qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire on fait de tout. Et du coup, omnicanal, ça voulait surtout dire on cloisonne tout pour que les services ne communiquent pas entre eux parce que, en fait, c'est un peu mal vu. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'aller voir ce qui se passait chez les voisins et aller discuter. Et très rapidement, on m'a plus ou moins dit de partir. Et en fait, j'ai compris rapidement que le monde des agences, c'était pas pour moi. Donc il y avait deux choix, Capucine. Le premier, c'était que je continue et que ça me fasse mal, ou que je crée ma propre agence. Et du coup, j'ai créé ma propre agence il y a 8 ans. Elle s'appelle donc 360 degrés North. Et l'intitulé en dessous, et j'étais très fière, c'était l'humain au cœur de la communication. Pourquoi ? Parce que quand j'étais en agence, on était comme ça dans nos bureaux là, à dire il faut faire ça, il faut faire ça. On voyait jamais notre client, on savait pas ce qu'il voulait, on savait pas ce qu'il faisait. Et en fait, on se posait comme sachant, en mode toi tu fais comme ça. Et ça, c'est les anciennes agences de com. Et moi, je voulais me dire, en fait, la différence, c'est toi. C'est toi, enfin, c'est l'humain qui est derrière le projet, donc en fait il faut que je le connaisse. Et donc j'étais un peu précurseur à l'époque à Strasbourg notamment, parce que maintenant tout le monde met cette baseline, hein. C'est vraiment tout le monde. Et à l'époque je mettais aussi du vert dans ma communication parce que je voulais vraiment être orientée autour de l'économie sociale et solidaire. Pareil, j'ai plus de vert, maintenant tout le monde a du vert. Mais c'est rigolo. Et donc, quelle est ma place dans l'agence ? En fait, ce qui est rigolo, c'est que mon métier de base, c'est les relations presse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que il y a les clients, il y a moi et il y a les journalistes. Parce qu'on s'imagine aujourd'hui que les articles qui sortent de la presse, en fait, c'est des articles qui sont sortis un peu comme ça, que les journalistes n'ont pas le temps de faire tout le travail d'investigation. Donc, il y a des personnes comme moi qui disent « Coucou, il y a des super projets, est-ce que tu veux en parler ?» Et du coup, c'est ça mon métier à la base. Et c'est un beau métier, c'est très très beau. Je suis une des rares en Alsace à faire des relations presse. Et moi, je fais aussi des relations influence, donc c'est-à-dire que depuis 2011, donc à l'époque, dans mon agence en Allemagne, on faisait des relations influence en 2011. Donc on avait Enjoy Phoenix, on avait en fait tous les premiers qui étaient sur YouTube, qui avaient des blogs. Et donc en fait, j'ai commencé vraiment l'influence super tôt. Donc ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Mais aujourd'hui, je me sens pousser des ailes parce que l'avantage que j'ai, c'est que je me suis heurtée à plein de problèmes dans mes structures et j'ai appris énormément. Pour monter un projet comme celui-ci, on parle de 300 000 €, hein, donc moi toute seule je suis allée chercher de l'argent et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure, vous allez comprendre, hein, vous inquiétez pas, au fur et à mesure du temps que beaucoup de femmes n'osent pas. Parce que trop gros, parce que renonce parce que le mec a dit que c'était pas assez bien, ou c'était trop compliqué. Donc en fait, moi, mon agence de communication, je suis en train de la faire pivoter pour faire de l'accompagnement
plus globale, à la fois de la com bien évidemment, mais aussi de l'accompagnement à porteuses de projets, je dis bien porteuses, pour faire des rêves la réalité. Donc c'est-à-dire que je vais accompagner sur la structuration du business plan, du prévisionnel, aller toquer chez les banquiers parce que ça je sais très bien faire, les accompagner, les coacher, et c'est vraiment ça. Donc l'avantage sur mon cabis, il y a écrit agence conseil, donc je peux le faire. C'est beaucoup tout ce que tu fais. Moi, j'ai une question très simple. T'as jamais peur ? Non, j'ai jamais peur parce qu'en fait, tu dis que je réfléchis vite, mais pourtant, quand je décide des trucs comme ça, je réfléchis pas. Hein. Tu fonces, ouais, tu y vas et... Ben, en fait, un jour, on m'a dit, Marie-Elisabeth, elle sait où elle va, mais pas comment. C'est un peu vrai. Incroyable. Mais elle y va. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est un peu ce que je dis aux porteuses de projets que je rencontre. J'insiste sur le porteuse parce que vraiment, moi, j'ai vraiment envie de m'orienter autour des femmes. Parce que moi, j'ai ce profil un peu, on va dire, un peu masculin, on va dire. Parce que, en fait, masculin dans l'inconscient des gens, je veux dire, hein, parce qu'on se dit toujours, une femme, c'est douce, ça se fait pas, ça se prononce pas, ça va pas forcément chez le banquier, ça va avec l'homme peut-être chez le banquier. Et donc voilà, c'est vraiment un peu casser ces stéréotypes-là. Et mon projet 2027, c'est d'ouvrir le premier incubateur pour les femmes. Oula, on a une exclue là. Non, j'ai déjà annoncé sur les réseaux sociaux. Hein. Mais en tout cas, dans les médias... Quand tu t'ennuies, qu'est-ce qui se passe ? La dernière fois, on parlait, tu me disais que tu étais quelqu'un qui s'ennuyait vite et que tu partais sur des cycles. Et je vais faire le lien, mais je vais te laisser l'expliquer. Tu avais fait une petite story sur ta coupe de cheveux aussi. Donc voilà, plein de petits éléments que je te laisse. Qui est toute fraîche, hein, vous la découvrez en exclusivité. Je savais pas qu'il y aurait un plan là-dessus. Alors, bah oui, par exemple, la coupe de cheveux, c'est très typique de moi. C'est vraiment, je change et ça crée un nouveau cycle. Et tu as raison, en fait, ma vie est un cycle. Donc mes 3 sociétés, je les ai toutes lancées en octobre. Je sais pas pourquoi. Voilà, il se passe un truc. Je suis une fille d'automne, comme vous pouvez voir. Tu parles, on a un peu l'idée de toutes tes casquettes. Il y a aussi une casquette que tu as de temps en temps, c'est effectivement dans cet accompagnement de projet, dans les projets que tu peux pitcher. Tu es dans différentes instances aussi dans lesquelles tu interviens. C'est quoi un peu tout ce monde-là où c'est aussi comme ça que ça te permet aussi d'aller chercher, de lever des fonds. On parlera après d'argent, un sujet que beaucoup de femmes notamment n'osent pas aborder. Et en France, toi qui as déjà été dans d'autres pays où c'est davantage commun, en France on a vraiment un problème avec l'argent et avec la perception qu'on peut en avoir. Mais tu as d'autres casquettes, j'aimerais bien que tu en parles aussi pour qu'on puisse comprendre jusqu'où tu vas, dans toutes ces instances où tu peux parfois siéger, les postes que tu fais à ces sujets. Oh là là, vaste. Non, c'est surtout, je vais dire un truc et ça va vous faire sourire parce que c'est trop moi. Un jour, une journaliste m'a dit « C'est vous Marie-Elisabeth, mais vous êtes partout ». Et en fait, je suis nulle part. Je suis vraiment, en fait, à la fin de la journée, moi, je suis en pyjama, je regarde Netflix, en fait. Donc, quand tu dis ça, j'ai l'impression d'être partout. Et c'est pas vrai. Vu que je l'ai dit, ça me fatigue beaucoup, ces activités de social. Et ben, je fais pas forcément beaucoup d'événements after work. C'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Mais pour autant, j'ai eu la chance, effectivement, d'être très investie dans plein de structures. Et notamment, à l'époque, une structure qui était très importante pour moi, qui s'appelait Makers for Change, qui n'existe plus aujourd'hui et qui était une association qui œuvrait pour l'insertion professionnelle des personnes immigrées. Et moi, en fait, en fait, toutes les choses que je fais à côté sont forcément liées à l'humain dans tous les cas. Donc ça, c'est une des grosses activités où j'étais. Je les ai beaucoup aidés en communication et en événementiel à l'époque. J'étais pendant très longtemps chez Ulule, donc Ulule qui a été racheté par KissKissBankBank maintenant je crois, et qui est la première plateforme de financement participatif. Donc là j'accompagnais effectivement des porteurs de projets à se lancer en financement participatif. D'ailleurs si vous avez un peu suivi l'aventure Les Compotes, on a bénéficié d'un financement participatif. À côté de ça, j'interviens effectivement dans plusieurs écoles, notamment Éco-Conseiller, qui est vraiment une super école à Strasbourg et qui me tient beaucoup à cœur en termes d'économie sociale et solidaire. Après, je donne beaucoup de temps et je fais du mécénat de compétences, effectivement, donc je donne
gratuitement de la compétence à des associations qui sont vastes et variées. Et qu'est-ce que je fais d'autre? C'est déjà pas mal. Est-ce que... En fait, je sais pas dans quelle direction je veux aller parce que tu dis tellement de choses que j'ai envie de rebondir sur plein de sujets. C'est vrai, c'est important. Est-ce que tout ton parcours t'a demandé des sacrifices personnellement? Et si oui, lesquels? J'ai perdu beaucoup d'argent. C'est pas un sacrifice. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs que j'ai appris dans l'entrepreneuriat. L'argent, ça se trouve. Ouais. L'argent, c'est juste un moyen en fait. Il faut pas le sacraliser. Sacrifice, ouais, j'ai perdu pas mal de potes, ouais. Mais des potes, je crois. Voilà. En fait, quand tu crées des choses, je pense qu'à Capucine, ça va lui parler, et toi aussi très certainement. En fait, très naturellement, les gens ont envie d'en faire partie. Et voilà. Et puis peut-être que ça s'arrête et c'est ok en fait. J'ai appris aussi que dans la vie, quand tu vas vite comme moi, effectivement, tu es souvent seule et c'est pas grave. Quand j'étais petite, j'étais pas malheureuse. Adolescente, je l'ai mal vécu. J'ai cru que c'était pas bien. Mais maintenant, c'est bien. Le soir, je chill et c'est cool. Et quand tu dis du coup que tu as... Rebondir sur ce sujet qu'est l'argent. Donc quand tu as commencé, quand tu as monté ta boîte, alors évidemment, quand on lance une agence de com, les fonds, c'est peut-être pas la priorité ou en tout cas nécessaire, mais dès qu'on est sur un investissement de lieu, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner pour quelqu'un qui a envie d'ouvrir un lieu, quelqu'un qui a envie d'avoir des fonds? Comment tu t'es débrouillé? C'est quoi un peu les premiers... Et j'imagine que comme tu as lancé Strasbourg, n'est pas la même façon que comme tu as lancé Mulhouse? Alors déjà, je vais te dire des choses qui vont peut-être du coup refroidir certaines personnes, mais je vais être très honnête sur ça. Déjà, j'ai été complètement tarée la première fois parce que j'ai pas réfléchi, je savais même pas ce que c'était une caution personnelle. J'ai signé chez le banquier, j'ai rempli un document, j'ai vu ça, j'ai eu la sueur froide, j'ai dit en fait, faut y aller maintenant, c'est trop tard. Donc, je suis contente de pas l'avoir su avant parce qu'en vrai, peut-être quand on part sur 200 000 € de prêt, ouais, effectivement. Donc déjà ça, il faut être un peu accroché parce qu'aujourd'hui, les banques demandent des cautions personnelles. Mais depuis, je suis devenue super forte. Et donc, j'ai appris de mes erreurs. Non, parce que, maintenant, les compotes Strasbourg, ça va. Mais pour autant, j'ai appris plein de trucs. Donc déjà, je vais vous parler de Mulhouse parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait. En gros, j'ai la chance d'être accompagnée par 3 banques différentes. Je l'ai fait à la fois pour le côté image, parce qu'il y a certaines banques qui ont une certaine image qui est véhiculée, qui est favorable et qui est en lien avec cette volonté d'économie sociale et solidaire. Mais pour autant, c'était aussi pour se dire, en fait, il y a 2 des banques qui ne me demandent pas de caution personnelle. Donc en fait, j'ai une toute petite caution personnelle. Donc ça veut dire s'il se passe quelque chose demain et que ça ferme, ça ferme. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai cherché du prêt bancaire. Et à côté de ça, aujourd'hui, on est dans une ville incroyable qu'est Mulhouse, qui favorise l'entrepreneuriat 1000 fois plus que Strasbourg. Oui, j'assume ce que je viens de dire. Parce que, en fait, dès que j'ai commencé à communiquer, la M2A, ils m'ont dit « Coucou, on existe, on gère du fonds européen. C'est des crédits, c'est de l'argent. » Et en fait, chaque année, il y a de l'argent qui n'est pas attribué à des projets parce qu'en fait, plein de personnes ne sont pas au courant de ça. Et du coup, j'ai du fonds européen qui, en termes d'investissement, à hauteur de 130 000 €. Et c'est grâce à la M2A. Parce qu'en fait, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Venez, on se met autour de la table. On se met autour de la table avec la région et avec Mulhouse. Et on voit ce qu'on peut faire pour vous aider. Parce qu'on a vraiment envie que ça ouvre. » Ça, j'ai eu la chance d'avoir un bailleur incroyable qui est la CIM, qui m'a fait une franchise de loyer jusqu'à l'ouverture. Donc merci la CIM. Ça, pareil, quand vous n'avez pas besoin de payer de loyer tant que vous n'êtes pas ouvert, parce qu'en fait, à Strasbourg, j'ai dû payer 6 mois de loyer. Même si j'avais négocié une franchise, c'est juste que le problème, le chantier, ça tarde. Donc ça, c'est aussi un apprentissage d'une erreur. J'ai fait du financement participatif parce qu'on s'est dit, c'est cool, j'ai un mécène qui est passion automobile et qui est également membre du conseil d'administration de la CIM. Et en fait, on a eu un coup de cœur réciproque et il a voulu m'aider. Donc il a dit, je mets 5 000 € dans ta cagnotte, il faut juste que tu ailles chercher encore 5 000 € de la ville et 5 000 € des participants. Et ça s'est fait, on a eu 16 000 €. Donc ça, c'était cool. Donc,
prêt bancaire, crédit européen, financement participatif et prêt à taux zéro. Ça, c'est un truc que la plupart des personnes ne pensent pas. Il y a des structures qui s'appellent Initiative France. D'ailleurs, je viens d'être labellisée Initiative remarquable. On pourra en parler si jamais. Et Réseau Entreprendre, et c'est en fait des structures. Bon, les dossiers sont un peu longs, c'est un peu fastidieux. Vous passez devant des dinosaures dans l'entrepreneuriat et derrière vous recevez ce qu'on appelle des prêts à taux zéro qui permettent en fait, quand vous allez chercher un prêt bancaire, il faut maintenant avec la conjoncture au moins 30% du montant. Et souvent ça fait peur, mais en fait ça se cherche en prêt à taux zéro, en apport personnel si vous pouvez. Mais voilà, en tout cas il ne faut pas avoir peur de ces 30% parce qu'en fait c'est complètement atteignable. Et surtout aujourd'hui, il faut se dire qu'avec ce qu'on vit en ce moment, les banquiers ils font pas trop de prêts à mon avis en ce moment. Et du coup c'est aussi une opportunité. Alors tous ces projets c'est toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'ombre et qui te soutiennent un petit peu dans tes projets? Alors, mon conjoint, en fait, je pense... Oh non, je vais oser dire ça. Ça n'a pas du tout été compliqué de trouver des sociétés, de monter des projets. Par contre, trouver un copain qui accepte ma folie, ça a été compliqué, quoi. Parce que, voilà, j'ai eu 2 longues autres relations et pour autant, il ne comprenait pas. Le premier, il m'a dit... Tape sur Google le nombre d'agences de communication qui existent à Strasbourg, ok, ciao. Et le deuxième, il voulait me garder pour lui, donc ça marche pas non plus. Et là, j'ai Mehmet qui est incroyable, qui comprend comment canaliser ce cerveau aussi. En fait, il m'a compris tout de suite. Et si je peux me permettre, ça fait combien de temps que vous êtes depuis les compotes Strasbourg, donc 6 ans. Okay. Et tu arrives à trouver, alors là c'est plutôt ce que toi tu pourrais poser comme question, mais tu arrives à trouver l'équilibre. Vous arrivez à trouver un équilibre. Il est aujourd'hui dans les entreprises. Il l'a pas été, mais depuis peu, en fait, il a effectivement demandé une rupture conventionnelle là en février-mars. Et depuis, c'est notre homme à tout faire. C'est incroyable. Il sait tout faire. Non mais c'est fou. Mehmet sait tout faire. Mais à la base, c'était mon garagiste. C'est pas vrai. Si, Floriane est au courant de l'histoire. Oh non. Exceptionnel. Oui. Ok. Bah oui, mais ça aussi, je peux le raconter vite fait. Avec plaisir. Je pense que toute histoire croustillante est acceptée. Bon, non, mais vraiment, c'est drôle. Et puis la façon dont je le raconte est assez drôle parce que j'ai l'habitude maintenant, vu qu'on me demande tout le temps. En fait, fut un temps, j'ai eu un problème de rétroviseur. Et je devais partir en week-end avec mes copines. Alors du coup, je trouve le garage le plus proche et tout. Je dis, il faut me réparer mon rétroviseur, ok. Ils me mettent du scotch. Ils me disent, on vous le commande pour la semaine prochaine, le nouveau, ok. Puis finalement, l'astuce avec le scotch, ça m'allait bien. Je suis pas allée au rendez-vous, donc première fois. Et avant d'enregistrer un podcast, on m'appelle. Oui, bonjour Madame Nord, vous n'êtes pas venue. Ah mince, zut, excusez-moi. Et là, j'entends une voix incroyablement belle. Et je me dis, ah ok, on reporte le rendez-vous, pas de souci. Et le jour du rendez-vous, ça devait être 9h le rendez-vous. Et à 9h05, il pensait vraiment que j'allais de nouveau pas venir, donc il m'appelle et tout. Je me rappelle, j'étais en culotte chez moi comme ça. Tu n'allais pas venir. Non mais vraiment, j'étais vraiment à la bourre et tout. Je fais oui, j'arrive. Et là j'arrive, je fais oh my god, vraiment genre je le vois, incroyable. Et je me vois encore. J'avais un bordel dans ma voiture. Je récupère toutes mes affaires comme ça et je les prends avec moi parce que je voulais pas je voulais pas montrer que j'étais bordélique. Et il y a une trace de fesses sur le devant de ma voiture et je dis ah ça c'est mon ex qui a fait juste pour placer que j'étais célibataire et tout. Et je repars et j'appelle mon frère et tout. Sébastien, je viens d'avoir un coup de foudre et tout. Il me dit oh toi. Et puis bon, toute la journée ça me tient et tout. Et puis j'y retourne le soir et là j'arrive et il me redonne mes clés et tout. Et puis je repars bredouille comme ça. Je me dis c'est pas possible, pas repartir bredouille. J'arrive dans mon agence de com, je fais brainstorming général. Comment je dis à ce mec qu'il me plaît? Et du coup, j'avais un pote, je partageais mes bureaux à l'époque, il me dit prends ta carte de visite et écris un mot. Et en fait, le matin, il m'avait demandé ce que je faisais dans la vie et j'avais déjà un peu fait la meuf. Et du coup, je lui ai dit devinez, il me fait ah, vous avez l'air d'une fille studieuse. Et du coup, derrière la carte de visite, j'ai écrit si vous voulez revoir la fille studieuse. Et j'arrive.
Je donne la carte de visite, il la retourne, il sourit et je repars. Et voilà. Incroyable. Et Ça valait le coup. Ah ouais, franchement. Ah, ça valait le coup. Brainstorming très productif. Ouais, c'est ça, exactement. L'audace. L'audace, encore une fois, exactement. Trop bien. C'est pour ça que je le raconte. C'était vraiment pour le côté, ça montre un peu ma personnalité, quoi. Incroyable. Moi, j'ai encore 2 petites questions sur l'argent par rapport à ton rapport aujourd'hui à l'argent. Alors, il y a quelques mois, je t'aurais dit difficile. Et j'ai été hospitalisée pendant 1 mois sans accès à mon téléphone ni à mon ordinateur. Et du coup, easy maintenant. Bah ouais. En fait, quand tu captes, quand tu as un problème de santé, le reste, ça passe à côté. Et en fait, c'est rigolo parce que avant que je me lance à mon compte pour mon agence de com', j'ai dû aller voir des spécialistes pour parler un peu de mon rapport à l'argent. Enfin, je dis spécialiste parce que ça englobe un peu tous les huluberlus que je suis allée voir. Et au moment où je me suis sentie bien, j'ai appelé ma maman et j'ai dit « Maman, je me lance, je démissionne demain ». Elle fait « Fais ce que tu as à faire, je serai toujours là ». Et je me suis dit « Si j'ai l'approbation de maman, c'est bon, je peux y aller ». Et après, ça revient. C'est des cycles en fait où des fois, tu es là en mode tu te mets de côté. L'écueil habituel d'un chef d'entreprise qui est comme moi, quand ça va pas certains mois, c'est de pas se payer, de se dire je mérite pas parce que là ça va pas bien, du coup je garde l'argent, mes salariés c'est toujours mes bébés, il faut que je les protège. Mais aujourd'hui, depuis que cette hospitalisation m'est tombée un peu dessus, récente juste avant l'ouverture d'ici, à quelques semaines, je me suis dit que maintenant c'est moi avant tout. Et dans l'argent aussi. Et du coup, la baseline de l'année, c'est récolte ce que tu as semé. Mais je te le souhaite et je vous le souhaite. Et c'est vraiment ce que je souhaite aux gens qui ont qui ont entrepris. C'est maintenant, lâchez-vous un peu la grappe et récoltez ce que vous avez semé. Parce qu'en fait, c'est dans l'inactivité que les plus belles choses arrivent. On note, elles prennent note. Mais quand je dis ça, c'est quand je m'accorde une journée off. Bizarrement, en fait, j'ai des gens qui m'appellent. En fait, c'est quand t'es trop dans le faire que, en fait, tu passes à côté de plein de choses. Des opportunités, des moments aussi de te reconnecter à toi-même et à ton why, parce que le why, c'est le pourquoi. Et en fait, quand t'as des galères de trésorerie, de salariés, en fait, tant que t'es connecté à ton why, le reste, ça va bien se passer, en fait. Et ça va dans la vraie vie, c'est pas seulement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as toujours été une femme sûre de toi ? Alors, on m'a dit que oui. On me dit tout le temps, t'as l'air sûre de toi. Alors, vous savez, des fois, moi, je pleure dans mon lit. Je suis pas sûre de moi tout le temps. Et puis, je pense qu'en plus, nous, on a les hormones, donc on est aussi très en lien avec ça. Mais aussi longtemps que je m'en souvienne, on m'a toujours dit ça de moi, ouais. On m'a toujours dit, quand je suis arrivée à la fac, en plus je sortais de stage en ambassade, du coup j'étais apprêtée comme je sais pas quoi, avec mes petits talons, avec mon truc Burberry et tout, et là j'arrive devant 40 personnes et les gens ils m'ont dit « mais c'est qui cette meuf ?» Et en fait vraiment toute ma vie on a dû se dire « mais c'est qui cette meuf ?» Un truc tout bête, en ambassade. Les gens ne se présentent pas par leur village d'où ils viennent, ils se présentent par leur école. Moi, je faisais la fac. Tout le monde était à l'ENA ou dans des grosses écoles. Et moi, j'étais là en mode... Je suis à la fac. Ouais. À Stras. Non, j'étais à Nancy. Et ça a en général tendance à impressionner quand il y a des personnes qui ont des hauts statuts et que, par exemple, on vient de la fac, etc. Toi, non. Pourquoi Pourquoi j'ai pas fait des grosses écoles, tu veux dire ? Non, pourquoi comment t'es pas impressionnée ? Parce que moi, les personnes qui ont des hauts statuts, souvent, ça peut m'impressionner du haut de mes 26 ans, etc. Alors, franchement, ne le fais pas, c'était incroyable, donc t'as pas besoin de ça. Moi, le jour où... En fait, je suis la reine du poker face, vraiment. Première journée en ambassade, on te dit, tu lis 10 journaux en allemand, et à 9h, tu vois l'ambassadeur qui est promo Simone Veil avec tous ses conseillers et tu lui dis pendant une demi-heure tout ce que tu as lu. Et j'ai fait ça, je savais pas comment faire. Je suis arrivée et quand tu as un mec comme ça qui dit ah ouais, la petite Jeanne elle est impressionnante. À partir de là, c'est bon. Hein. Ouais.
Tu vis pas à travers la validation des autres. Non, mais en fait, j'ai vraiment ce truc de... J'aime bien tout le monde, j'aime tous les parcours. Les plus belles rencontres que j'ai faites, c'était souvent avec des personnes dont on parle peut-être même pas la même langue. Et en fait, j'ai vu des parcours incroyables de personnes immigrées qui maintenant travaillent dans des boulots... et c'est eux que j'admire le plus en fait. D'avoir fui leur pays, d'avoir dû fuir leur pays et d'avoir baissé en qualité de vie et pour autant être heureux. Je crois qu'on a tellement à apprendre de ça. Donc en fait, moi je préfère ces personnes-là qui me valident et qui partagent un dîner avec moi plutôt que être validée par des personnes dont le statut et si je fais juste un parallèle avec le conseil d'administration de la CIM, donc il y a 2 ans, on était 10 porteurs de projets à présenter le projet auprès de la CIM et je me suis retrouvée face à une dizaine d'hommes et 2 femmes qui croyaient à fond en moi. Elles étaient là en mode comme des supporters, c'était trop mignon. Et en fait, je me suis retrouvée face à 10 hommes qui sont loin de ma vie, parce que la plupart dans des secteurs industriels. Et à la fin, ils ont dit, nous, on est des vieux cons, c'est elle qui a raison. Et franchement, quand t'as des personnes comme ça qui te disent ça, et en fait, tu te dis, là, récemment, je suis allée les voir pour leur dire, au fait, ça se passe super bien. Et j'étais là en mode, je suis reconnaissante. Ils ont dit, mais en fait, c'est nous qui sommes reconnaissants. Et quand tu as une relation comme ça, gagnant-gagnante, en fait, pourquoi il faut mettre l'un ou l'autre sur un piédestal? En fait, chacun son parcours, chacun sa richesse. Incroyable. Il y a aussi une particularité, ce lieu a une particularité, cette structure a une particularité, c'est son identité administrative. Ouais. C'est pas une scope. C'est une SKIC, ça veut dire que j'ai mis de l'argent et que quand je veux repartir, je gagne pas d'argent. Je repars à exactement la même chose, c'est-à-dire je n'ai aucune volonté lucrative dans ce lieu que de faire vivre des gens et que d'y associer des personnes. C'est complètement inconnu. Enfin, la scope, c'est connu, mais alors la SKIC, j'ai pitché mon projet devant des assemblées avec des juristes et avec des comptables, ils savaient pas ce que c'était. Et en plus, ils m'ont dit, mais c'est quoi cette bisounours qui veut pas faire d'argent? Mais c'est vrai, c'est quoi cette bisounours qui veut pas faire d'argent? Parce qu'en fait, je me nourris de ça, parce que je suis heureuse de salarier une personne comme Floriane, comme Axel, comme Marie, comme Daniela, comme tous les autres à Strasbourg. Parce qu'en fait, souvent, je salarie des personnes qui étaient en errance professionnelle et qui sont heureux de trouver un globibulga là, que je crée, où on peut à la fois s'amuser, à la fois être sérieux, à la fois entreprendre, mais aussi c'est ok si on le fait pas. Enfin voilà, c'est vraiment ça ma fierté. C'est vraiment une safe place. Vraiment, les compotes et même de travailler avec Marie-Elisabeth, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je pense que même si j'ai des problèmes personnels, même si ça reste mon employeuse, je peux complètement me tourner vers elle et c'est ça qui est assez dingue. Et je vais me tourner un peu vers ton côté humain. Et je pense que je vais donner un exemple concret pour mieux comprendre. Il y a quelques jours, voire semaines, il y avait des SDF un peu plus loin dans la rue et ni une ni deux, elle a pris un carton, elle a rassemblé plein d'affaires et elle a dit je vais leur donner... d'abord, t'as un petit peu douté et tu t'es demandé... En fait, tu sais pourquoi j'ai douté ? Parce qu'à Strasbourg, j'ai passé une formation sur le rapport avec les personnes en situation de précarité et on m'a appris que normalement, tu n'es pas censé rentrer dans l'espace d'une personne SDF parce que c'est sa maison en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'étais pas bien et en même temps, il faisait si chaud et en fait, elle me faisait tellement de peine, elle était couchée à même le sol, donc je pouvais pas la laisser et du coup, j'ai oublié ma formation et j'y suis allée et voilà. Et c'est ça qui est dingue, il y a l'humain qui prime toujours d'abord. Donc t'as fait ça, t'as pris un carton, t'es allé leur apporter à boire. Elle est même revenue après nous dire s'il y a quelqu'un dans le besoin, vous leur donnez. Parfois, il faut pas se poser de questions. Et c'est assez dingue pour une chef d'entreprise. Tu fais aussi du café filtre parce qu'il y a des maraudes qui s'organisent 2 fois par semaine, donc elle le donne. T'es clairement quelqu'un qui donne beaucoup, sans le souci de rentabilité. Ouais. Mais parce que mon comptable est un super comptable et il dit non mais tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait sur un bilan comptable il y a les chiffres, mais il y a aussi l'extra. En fait ce qu'on fait à côté et en fait ça aussi ça a de la valeur. En fait c'est pas seulement En fait tu le fais pas pour l'immédiateté. Tu vois, il y a vraiment un côté, ça fait partie de tes valeurs. Et en fait, il y a l'extra monétaire, en fait, l'extra financier. En fait, ça a aussi de la valeur dans une société. En fait, aujourd'hui, on dit une société vaut tant, mais ça prend pas en compte tous les aspérités et tout ce qui fait la personnalité de cette société, en fait. Donc moi, aujourd'hui, si un jour l'aventure, elle se termine,
la promesse que je fais, c'est de jamais laisser mes fournisseurs impayés, de jamais laisser mes salariés impayés. Je clôturerai tout de manière à pouvoir dormir tranquillement, parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi avec leur société. Moi, je m'en fous, en fait. Je vis bien. En plus, voilà, j'ai acheté très tôt mon appartement, je suis pas à la rue, je suis heureuse dans ce que je fais. Et il y a quelques années, je me disais, mais en fait, tu fais que travailler. Mais en fait, non, je fais pas que travailler, je fais plein de choses et c'est ça qui me nourrit. En fait, j'ai créé mon lieu de rêve. Incroyable. Incroyable. Les Compotes, c'est aussi un lieu de vie événementiel. Il y a plein d'événements, du coup, qui se créent ici. Et juste avant, tu me disais, parce qu'on a croisé des clients comme ça, que tu aimerais beaucoup avoir des ateliers avec des personnes qui apprennent par exemple la langue des signes, etc. Donc encore une fois, énormément tourné du côté humain. Ouais. Je pense que ça en dit beaucoup sur toi, mais qu'est-ce que ça peut en dire aussi sur le lieu de vie que tu crées aujourd'hui ? En fait, pour moi, c'est comme quand tu as une agence de communication et que tu as tes premiers clients, tu les choisis, tes premiers clients. En tout cas, moi, c'est ce que je dis aux gens. Choisissez vos premiers clients parce qu'en fait, c'est ce qui va faire votre rayonnement de vos valeurs, en fait. C'est un peu, c'est l'effet miroir, en fait. C'est ce qui se dégage. Et du coup, quand on va proposer un flyer avec des événements très hétéroclites, très tournés autour de toute la communauté, tous les gens, en fait, ça va déjà donner des indications de qui on est et de notre volonté de brasser les publics, donc déjà ça. Et puis, effectivement, en fait, j'ai été extrêmement touchée de cette maman qui est venue avec son fils et qui parlait avec les signes. Et je me suis dit, on accueille beaucoup de parents enfants. Et en fait, j'ai appris que y a plein de parents qui signent avec leurs enfants. Et du coup, je me suis dit, trop bien, ça peut être cool. Enfin voilà, c'est comme ça que c'est. Donc il y a quand même un côté business, tu vois. Ouais, mais toujours tourné vers l'humain. Oui, mais très bien, c'est bien. Et c'est ce qui a touché Yannick Ether quand j'ai pitché devant la CIM. C'était vraiment toute l'entièreté du projet tourné vers l'humain. Et pour information, ils n'ont même pas vu mon prévisionnel, ils n'ont même pas vu mes chiffres, ils n'ont rien demandé par rapport à ça en fait. Et c'est là où je me dis, je suis au bon endroit. Et quand je te vois dans le café, souvent, alors c'est un café qui est dog-friendly et kids-friendly aussi, je te vois toujours émerveillée face aux enfants. Est-ce que ça a été un sacrifice de vie pour toi ? Non, parce que pendant très longtemps, j'ai pensé que je n'en voulais pas, parce que pas forcément adapté à ma vie entrepreneuriale. Et il y a quelques années, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus et là, ça a rabattu les cartes. Et là, je me suis fait opérer à 2 reprises et la deuxième fois, on m'a dit « c'est possible que vous n'aurez pas d'enfant ». Et là, j'ai eu vraiment ce truc de « on m'enlève quelque chose ». Et donc, non, je vais avoir un enfant sûrement cette année, l'année prochaine, c'est dans mes projets, ouais. Incroyable. Parce que maintenant tout va bien et que c'est derrière moi. Et d'ailleurs, petit instant prévention, allez-vous tous chez le gynécologue, toutes chez le gynécologue, c'est très important. Je pense qu'on les tous. Sans voix. Ok. Mais je suis une personne normale. Mais en fait, j'allais quand même dire, avant encore cet instant enfant et encore plus, on va dire privé, auquel tu nous donnes accès. J'en ai parlé ouvertement et il y a pas. En fait, c'est cool. En fait, quand c'est derrière moi, je m'en fous. Okay. Tu vois, c'est là-bas. Mais en fait, je trouve que tu es dans un monde capitaliste au maximum de son capitalisme aujourd'hui. Tu es pour moi un ovni un peu dans un monde où je pense que 90% des gens pensent au profit, à l'argent. Et toi, tu es vraiment tourné vers les autres. Enfin, c'est encore plus que je ne le pensais avant de faire cet épisode. Bon, c'est plutôt positif. Ouais. Est-ce que tu as quand même... Parce que là, on dépeint vraiment des sacrifices, mais on dépeint quand même un parcours et un portrait vraiment positif. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus sombres, ou des choses peut-être, des regrets, des choses que tu aurais fait autrement? Ou alors déjà, regret n'est pas un mot de mon vocabulaire. Dans ton vocabulaire, où tu sais, je pense aussi toujours à toutes les personnes qui vont écouter ou regarder, ou est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes de ne pas faire? Alors, je me le recommande à moi-même, de ne pas m'associer parce que ça n'a pas marché, et ça a été difficile, et je l'ai appris qu'en fait, je ne suis pas faite pour ça, et c'est OK. Donc je suis une fonceuse. Alors tu n'es pas faite pour t'associer et donc faire des projets, on va dire, être à plusieurs dans la prise de décision, oui. En tout cas. Pourquoi ? Parce que en fait, elle beaucoup dans l'analytique et moi beaucoup dans l'opérationnel et dans
le faire. Et donc, ça, à un moment donné, ça se rejoignait pas. Ou est-ce que c'était les profils qui matchaient pas finalement, ou est-ce que tu penses que je pense que c'était... On s'est pas associé pour les bonnes raisons. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai ce truc de vouloir porter les gens, et je pense que pendant très longtemps, je me suis placée un peu en mode sauveuse, chose que j'ai arrêtée parce que c'est très négatif, c'est pas une bonne chose. Et du coup, je pense que j'ai voulu la sauver d'une certaine manière, mais pour autant, en fait, on n'a pas à sauver les gens. Voilà. Donc ouais, m'associer, c'est no. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je vais être très transparente dans ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « j'ai envie de lancer un lieu comme toi ». Alors déjà, on va s'asseoir. Et je vais te dire que en fait, si tu n'as pas d'activité rémunérée à côté, tu peux pas. Tu vas t'épuiser. Moi, je l'ai beaucoup vu en accompagnant des porteurs de projets via la com, surtout quand tu es associé en plus avec quelqu'un, au bout d'un moment, il y en a un qui se paye, l'autre pas. Enfin, il y a vraiment une problématique là-dessus. Donc en fait, moi, je crée des lieux pour me rémunérer sur le futur, c'est-à-dire, voilà, une fois que les prêts seront passés, je pourrai commencer à me dégager un peu d'argent. Mais pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de salarier des gens. Et donc moi, j'ai mon agence de communication qui me paye depuis le début. Donc je peux avoir 6 mois dans le baba parce qu'il y a une porte qui ne peut pas être faite. Enfin, c'est des choses que tous les porteurs de projets ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être en temps long en fait. Aujourd'hui, il y a vraiment un sens dans les ouvertures de tes projets. Tu n'aurais pas pu ouvrir un lieu avant l'agence? Non, c'est pas possible, ça se nourrit Okay. c'est pas possible. Et du coup, je disais aux personnes, en fait, garder une activité, au moins le temps d'ouvrir, salarier des gens. Enfin, c'est pas la même énergie quand tu es tout seul à bord. En fait, tu peux pas le faire la même chose. Enfin, moi, je pourrais pas avoir organisé presque 6 mois d'événements ou avec plein d'heures. Enfin, si j'avais pas des salariés, en fait tout ça ce serait pas possible. Je lui renvoie beaucoup de love. Alors que celle qui est incroyable, franchement on peut le dire. Demain tu peux demander une augmentation. Mais elle le sait déjà que c'est déjà prévu. Et c'est ça qui est dingue en fait. Déjà il faut savoir que quand je suis arrivée dans l'entreprise en moins de 48 heures. Ouais, non mais en même temps tu l'as mérité. Hein. C'est incroyable et tu fais confiance énormément et très vite et j'ai l'impression que tu as le bon feeling à chaque fois. Est-ce que ça t'arrive de te tromper? Je me trompais quand j'étais en mode sauveuse à l'époque. C'est-à-dire que souvent, en fait, moi, je vois la fragilité des gens et du coup, j'ai envie de les aider et c'est pas leur rendre service encore une fois. Donc oui, je me suis trompée parce que j'avais ce truc de vouloir sauver. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait ma masterclass avec vous 4 parce que vraiment, j'ai pas l'impression de vous sauver. Vous me sauvez tout autant. Enfin, il y a vraiment ce truc de, on est toutes dans le même bateau. Donc voilà. Quand tu doutes, c'est quoi ton ou ça n'existe pas non plus dans ton vocabulaire? Non, je doute pas. C'est quoi ton truc quand tu doutes? Je doute pas et puis quand je doute, je dors. Non mais en fait c'est rigolo parce que j'ai découvert que j'étais une anxieuse. Je le suis quasiment plus maintenant, mais je faisais beaucoup d'insomnie pendant longtemps et mal à l'estomac et puis tu te dis pas que c'est de l'anxiété, non, tu te dis juste oh j'ai un peu mal à l'estomac. Mais pendant longtemps j'étais anxieuse donc oui je pense que j'ai douté. En fait je pense pas que j'ai douté, je pense que je décidais, mais pour autant vu que j'étais toute seule à bord, en fait tu sais jamais si t'as raison quoi. C'est hyper dur hein. Genre aujourd'hui, j'ai eu envie de chialer, et d'ailleurs j'ai chialé, hein, ça m'arrive souvent. Hein. Floriane, tu me verras souvent chialer, désolée. Et parce qu'en fait, j'ai des trucs qui se passent et tout, et je me dis, mais oh, c'est dur, il n'y a que moi qui peux prendre cette décision-là. Et c'est vraiment, c'est pas aisé, et pour autant, des fois c'est nécessaire. Prendre des décisions difficiles, c'est nécessaire. Et j'ai remarqué qu'en fait, ce que mes salariés recherchent en moi, c'est cette capacité à impulser en fait, c'est cette capacité à prendre des décisions parce que je crois que c'est ce qu'on recherche à un manager qu'on a envie un peu d'admirer. Je n'ai pas dit qu'on m'admire, mais voilà. Si, clairement, je peux le dire. Je pense que toutes les trois, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais tu nous inspires confiance énormément. Tant mieux. Et tu vois, de parler de ça, c'est drôle parce que donc, quand moi je me suis lancée il y a 7 ans, la personne qui m'inspirait et à qui je voulais ressembler, de qui je voulais avoir le parcours, c'était toi.
Non, mais je te... Alors je sais pas quoi dire. Non, mais rien, rien. C'est chou. Ça, c'était ça. Mais tu sais que t'es loin maintenant. Non, mais quand j'ai commencé, voilà, agence de com, dans des projets et une femme inspirante, ambitieuse, qui prend la parole, qui prend la lumière, etc. C'était vraiment tout ça. Aujourd'hui, toi, qui t'inspire? Moi? Non, Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent? Je dis ça quand même. Je rigole. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent? Ma maman. Ma maman, parce qu'en fait, elle est entrepreneure au sein d'une famille avec un frère malade, avec une maladie incurable, avec un papa qui est gravement grabataire. Donc ouais, c'est ma maman, ouais. Incroyable. Ok. J'ai une petite question. Avant, tu parlais du label qu'a reçu les compotes. Est-ce que tu veux nous en dire plus un petit peu? Alors déjà, je peux dire que j'ai rien préparé et que comme d'hab, ça me ressemble énormément. Je suis arrivée dans cette visio, ils me voyaient pas. J'avais pas préparé de PowerPoint et j'ai pitché du coup les compotes avec nos initiatives. J'ai fait un gros volet sur le social et un gros volet sur l'environnemental et ils ont dit gros coup de cœur, un coup de cœur du jury à l'unanimité, c'est fou. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand vous réfléchissez, c'est à la portée de tout le monde. Okay. De bosser en local, de bien se comporter avec ses salariés. En fait, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Et c'est pour ça que des fois, je me dis, mais je suis juste moi, en fait. Pourquoi vous me mettez un label? Je fais juste, en fait, ce qui, moi, me paraît évident dans un monde qui est juste complètement à l'envers, en fait. Ouais, mais il faut pas banaliser ce que tu fais parce que vraiment, je pense que les gens n'ont pas cette réflexion, n'ont pas cette envie. Beaucoup de gens regardent que leur nombril et leur propre intérêt. Vraiment, c'est donné à tout le monde, mais peu de gens ont réellement envie de le faire et de s'intéresser aux autres. En tout cas, j'en parle pour que peut-être les gens se disent il faut aussi un peu faire bouger les choses, pour éveiller les consciences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi tu le fais. Enfin voilà, les personnes qui sont autour de nous, je suis sûre, à leur niveau le font aussi. Donc continuons dans ce sens, tirons-nous tous vers le haut. Un truc tout bête, on m'a dit tu t'installes dans un lieu à côté de 2 autres cafés, c'est pas cool. Ben non, au contraire, en fait, on se tire vers le haut, on a tous nos publics, on fait monter Mulhouse, on fait vivre un quartier, donc allez-y. Enfin, c'est pas grave d'ouvrir un truc à côté de quelqu'un d'autre, c'est juste une opportunité en fait. Et tu peux juste nous rappeler ce que c'est le label que vous avez eu et par quel... Alors, du coup, je parlais des prêts d'honneur, donc c'est Initiative France qui m'a labellisé Initiative remarquable. Donc c'est vraiment sur nos engagements en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Donc j'avoue que c'est pour moi un des plus beaux labels parce que c'est ce qui incarne le mieux, enfin qui montre le mieux qui je suis exactement. C'est vraiment ça. Ils étaient super contents. En plus, je suis la première Mulhousienne, donc voilà, c'est cool. Important de le dire. Au niveau du réseau national, donc j'espère que je vais lancer une vague de labellisation. Encore une question, parce qu'on arrive aux 1 heure d'entretien. Je sais pas si tu as encore toi... Non, moi tu m'impressionnes de tout ce que j'ai à dire. Mais toi aussi. Et c'est ça qui est dingue en fait, à chaque fois j'arrête pas de dire à mes sœurs qui sont ici aussi que c'est une personne incroyable, Marie-Elisabeth, parce qu'on a tous eu des expériences professionnelles, je pense, où ça s'est peut-être parfois moins bien passé. Mais je pense qu'elle l'a prouvé à travers tout ce qu'elle a dit, c'est quelqu'un de profondément tourné vers l'humain et jamais tourné vers elle-même, donc pas d'ego, non, pas d'ego mal placé en tout cas. Je crois de l'ego, mais pas mal placé. Ouais, on peut avoir de l'ego. Bien sûr, il en faut, c'est obligé. Ouais. Ben, moi, je suis très reconnaissante. C'était un moment tout doux. Okay. Ouais, c'est vrai. Ouais. Merci pour ta confiance. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Calpice. Est-ce que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui? Merci. Pour le futur, pour qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter de la douceur parce que les derniers mois n'ont pas été doux pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'avoir une vie personnelle un peu plus dense. Donc c'est ça qu'on me souhaite. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a prévu un petit temps de questions. Réponse de Marie-Elisabeth. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à vous manifester ou même juste des remarques, des choses à dire. C'est le moment.
petite question. Je voulais savoir si dans ces fameuses personnes qui ont proposé les projets, est-ce qu'il y avait d'autres projets que faire un café? Alors à la base, et c'est là où vous allez dire encore une fois, elle est allée à l'audace, l'intitulé c'était restauration traditionnelle. Donc en fait, Pour ici? Oui. Donc il y avait une volonté de restauration. En fait, ils voulaient de la restauration traditionnelle. Alors, pour la petite histoire, et ça on le garde pour nous, même si c'est un filmé, on ne pouvait pas faire d'extraction. Donc, en fait, le projet, de toute façon, n'était pas possible. Et donc, quand moi, je suis arrivée, j'ai présenté le projet, on m'a dit « Ok, c'est absolument pas ce qu'on s'attendait ». Et là, Natacha, qui est une personne incroyable et qui est la directrice de ce bâtiment, a dit « Bon, il faut quand même que je vous avoue, Marie-Elisabeth, elle me vous voyait à l'époque. Sur la gauche de mon bureau, il y a un post-it avec toutes les envies un peu loufoques des résidents du bâtiment. Et en fait, vous cochez quasiment 90% des cases de ce que les gens veulent dans ce bâtiment. Donc ça veut dire que je crois qu'on a trouvé le bon deal. Et je ne sais pas quels étaient les autres porteurs de projets. Je sais juste qu'il y avait de la restauration traditionnelle et des groupes mulhousiens dont on ne citera pas le nom. Oui, Sana. Est-ce que par hasard, étant donné que vous avez une aura, on va dire un peu, du coup vous avez pris des personnes, est-ce que des fois ça vous a un peu porté préjudice? C'est-à-dire que vous avez rencontré des profiteurs, des gens qui étaient mal intentionnés? Je crois qu'en fait la vie se fait bien, les gens ils partent. Moi je l'ai dit à Floriane et à mes salariés, j'ai dit s'il y a des personnes qui se présentent et qui disent qu'ils sont dans le besoin, moi, je veux pas que vous vérifiez, hein. Enfin, vous lui donnez ce qu'ils ont à donner. Enfin, si c'est un profiteur, une personne sur 10 sera un profiteur, ben c'est pas grave, en fait, je m'en fous. Donc, je crois que ça, c'est une pensée limitante. Vous avez dit que vous vous rémunérez avec l'agence de communication. Comment vous arrivez à organiser vos journées ou vos semaines entre... Je sais pas. Oh waouh! Une semaine type. Il n'y a pas de semaine type. Déjà, je me fais kiffer le matin maintenant. Moi, j'ai un café quand même. Je me fais servir mon petit café le matin. Donc ça, c'est le premier truc que je fais en arrivant. Je rigole. À la base, c'était pas trop ça, mais maintenant, c'est ça. Et en fait, moi, je traite mes mails. Et puis, en fait, ma journée est un peu ponctuée de comment je veux. Et c'est mon cerveau, en fait. Il choisit ce qu'il a envie de faire. Et il y a des jours où peut-être je ne m'impliquerai pas du tout dans l'agence et c'est OK. Et puis, et des fois, je me lèverai et je ferai du service parce que ça me fait du bien et que j'ai envie de me vider la tête. En fait, j'ai pas de journée type. Et ton bureau? Mon bureau, il est plus ou moins là, plus ou moins pas là. En fait, je travaille mieux seule à la maison, hein, mais ici, quand je suis ici, on me sollicite beaucoup. Enfin, je parle pas de mes salariés, je parle des gens qui viennent me poser des questions, ce qui je vous encourage à faire d'ailleurs. Mais mon bureau est ici, à Strasbourg. En fait, j'ai pas la notion du bureau. À l'époque, j'avais mes bureaux à moi, fermés, mais c'est pas quelque chose dans lequel j'aspire. J'aspire pas forcément à avoir des bureaux. Aujourd'hui, tu es 80% du temps quand même encore ici et ton objectif, c'est de pouvoir être un peu sur les trois entités? Du coup, depuis la semaine dernière, j'ai commencé à y aller. Maintenant, je vais essayer 1 ou 2 jours par semaine à Strasbourg. Ouais. Mais je reste encore avec elle un peu. Non, mais en fait, c'est important parce que quand tu veux insuffler des valeurs auprès de tes salariés, il faut que tu sois présent, il faut qu'ils te voient, comment tu connectes avec les gens, comment tu réfléchis. Et pour ça, il faut pas les laisser... même si elles ont tout compris. Oui. Quand vous parliez du coup dans le futur de faire des après-midi ou quelque chose comme ça, par exemple pour le langage des signes, est-ce que vous avez une certaine perspective dans le sens où plus quelque chose de non lucratif? Est-ce que vous avez une cible en retour? Par rapport au langage des signes? Par exemple, pour vous, c'est un exemple? En fait, nos ateliers qui ont lieu chez nous, on ne demande aucune participation financière de la part de la personne qui organise. On demande juste une boisson par personne. Parce que, en fait, on est vraiment dans cette démarche on te met à disposition un espace qui a déjà sa dynamique, viens y apporter la tienne, en fait. Et c'est vraiment dans une optique gagnant-gagnant. C'est vraiment comme ça qu'on réfléchit. Donc nous, on ne prend jamais de commission. Pareil sur les pop-up là qui ont lieu du coup, donc on a des ventes, des personnes qui viennent faire des ventes éphémères. On demande une petite participation à la journée, mais on ne demande pas de commission. On n'est vraiment pas sur cet aspect spéculatif. Pareil, on pourrait le faire. Hein. On a là, on l'a pas encore commencé, mais à Strasbourg, on a tous les mois des vernissages. Pareil, on ne prend pas d'argent sur les ventes des vernissages. C'est encore une fois une façon très spécifique de réfléchir, mais en fait, aujourd'hui, je veux faire vivre un écosystème en fait. Moi, je dis, je fais une coquille et toi, tu viens l'habiller. D'ailleurs, ton amie Eva, samedi, va faire un super atelier chez nous.
Du coup, c'est une espèce d'organisme presque associatif qui s'autofinance. C'est un peu... Alors, exactement. Du coup, c'est une société coopérative d'intelligence collective et en fait, c'est un modèle hybride entre une structure SAS et une association, exactement. Donc, c'est-à-dire que tu as le volet vraiment entreprise à mission. Et donc, par rapport à ça, c'est une vraie société quand même. Ok. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une vraie société. Et ce qui est important, c'est que je suis aussi un peu un ovni là-dessus. À l'époque, quand j'ai commencé le projet à Strasbourg, je suis allée voir un peu les acteurs en place. Et tous, ils me disaient pourquoi tu fais pas une association de préfiguration ? Mais parce que je veux pas vivre des subventions. Moi, je veux que mes salariés ils peuvent se dire si les subventions elles sont sucrées parce qu'il y a une nouvelle municipalité, et ben leur salaire il est quand même. Enfin moi, c'est. En fait, je pense et je le dis ce soir que le modèle associatif comme il est voué à mourir. On l'a vu. Aujourd'hui, les financements peanuts. Enfin, c'est devenu le Hunger Games pour trouver des financements. Et donc là, il y a beaucoup d'associations qui sont en train de fermer, qui sont des superbes associations, mais c'est pas... Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut trouver un modèle hybride. Et donc la preuve, maintenant, elles sont en train de tout aller chercher du mécénat, d'entreprise. Là où moi, en fait, je suis en train de faire vivre mes salariés en ayant un vrai business model. Donc pourquoi on n'imaginerait pas des associations avec un business model ? Mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas du tout, parce qu'en fait, il y a un truc, il y a un fossé entre l'entrepreneuriat et l'associatif, alors que l'associatif, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Du coup, en termes de gouvernance, je voulais savoir comment ça fonctionnait exactement. Alors, l'avantage, c'est que c'est assez bien construit dans le sens où je reste maître à bord sur les grosses décisions, hein. Mais à côté de ça, effectivement, on a des collèges. Donc différents collèges bénévoles, on pourrait avoir des bénévoles mais je me refuse à le faire, c'est encore une fois un truc un peu toqué de ma personne, je veux rémunérer les gens. Collège des salariés, collège des collectivités, on pourrait très bien aller chercher des collectivités qui intègrent du coup les collèges et collège des fondateurs. Il n'y a pas des prérogatives justement pour une SKIC d'avoir des collectivités au sein de la... Non, en fait tu es obligé d'avoir au moins une personne dans 3 collèges. C'est assez facile finalement, hein. On a l'impression que c'est lourd mais c'est pas si compliqué et voilà. Du coup j'ai vu que tu fais partie de Nousu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et justement ce statut m'intéresse. Ouais, bah on pourra en parler. Plus de questions ? Moi, j'en ai peut-être une. Tu te vois où quand tu auras 60 ans ? Tu te vois comment ? Ah, c'est pas du tout. En tout cas, toujours en train de faire quelque chose. Peut-être, en vrai, mon rêve absolu, ça serait un jour de faire de l'humanitaire, c'est clair. Je voulais faire ça avant, et j'ai vu que c'était que les richoux qui pouvaient faire de l'humanitaire. Du coup, j'ai compris qu'en fait, il y avait un truc qui était un peu gangréné là-dessus aussi. Donc, peut-être un jour créer mon ONG, ça serait cool, ça. Ok. Mais tu en feras partie ? Avec grand plaisir, alors là, je suis à bord. Elle fera des podcasts où elle t'emmènera aux à 4 travers coins du monde. Ouais, bah si on veut faire les choses bien, on prend pas trop l'avion par contre. Ah oui, avec plaisir. Et donc il y a une campagne à Strasbourg, une à Mulhouse. L'idée c'est d'essaimer. Non. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai pas la prétention de vouloir ouvrir dans une ville que je connais pas. Et du coup, j'ai vécu à Nancy ou j'ai vécu dans d'autres villes, mais maintenant je les connais plus ces villes. Enfin, c'était avant, donc. Et je crois que là, maintenant, j'ai vraiment envie d'aider les autres, hein. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui est où je vais chercher des financements, où je vais m'amuser avec les rouages et je vais pouvoir aider d'autres personnes qui font des trucs super cool, notamment Braz, j'en sais rien. Vous pouvez peut-être un jour vous structurer différemment, et puis on verra. Combien de temps tu as mis à monter ce projet, du coup, ce deuxième projet ? Tu veux dire en termes de recherche de financement, du début du projet à aujourd'hui. Alors déjà, je vais raconter un truc que normalement je suis même pas censée dire parce que personne le sait. Quand j'ai pitché pour le local, j'ai fait une poker face, j'avais absolument pas les financements. Ils le savent maintenant, hein. Ils nous ont dit « T'es une chipie, hein !»
Mais je savais que en plus le local il est incroyable. Tous les banquiers ils m'ont dit avec un local comme ça on vous suit quoi, c'est clair. Donc ça c'est avril d'il y a 2 ans et 2 ans. Ouais, bah, ça s'est passé super vite au final. Non, non. Ressenti pas super vite? En fait, je me suis permis cette durée parce que j'ai eu la possibilité d'avoir ce financement européen qui sont sur des temps extrêmement longs. C'est pas toi qui dis le tempo, hein, c'est eux. Donc, tu dis 130 000 €, tu te mets sur le tempo du 130 000 €, il n'y a pas de problème. Et ce qui a pris énormément de temps, c'est aussi la partie administrative parce qu'on est dans un bâtiment classé monument historique. Et du coup, on a fait une modification en façade. Et donc, à la base, on a proposé une porte. La DRAC a retoqué. Finalement, on a eu 20 000 € de porte. Voilà, elle est belle, ma porte. Je la regarde tous les jours et je me dis, elle est sale, mais elle est belle. Ouais, mais 2 ans. Mais je trouve que c'est beaucoup quand même, parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas eu le FEDER, je pense que j'aurais fait beaucoup plus vite. D'ailleurs, j'ai fait aussi un truc que mon conjoint m'a détesté et il m'a dit que c'était pas cool. En gros, en février, j'ai envoyé un mail en disant qu'on inaugurait le 11 avril alors qu'on n'avait pas du tout fini les travaux. Et en fait, j'ai mis la pression à tout le monde, mais parce qu'en fait, quand vous êtes dans un projet entrepreneurial, il faut que ça avance. Et du coup, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, là, pour la petite histoire, Axel, qui n'est pas là ce soir, avait vu le local. Je lui dis, on ouvre le 13 avril. Hein. Elle me dit rien, mais je vois son visage qui, pour le coup, est très expressif, qu'elle n'y croyait pas. Et pourtant, j'ai réussi parce que, en fait, à un moment donné, il faut que ça ouvre. Et en fait, tu es chef de projet, donc il faut que tu emmènes les gens. Et pour le coup, tous les ouvriers sont revenus et ont dit, franchement, on est trop fiers de ce chantier. Et du coup, ça, c'était cool. Je crois qu'il y avait encore une question derrière. Dernière, ouais. Tu dis que tu aimerais porter des projets, aider des femmes à porter des projets ensuite. Sous quelle structure? Tu resterais sur la structure Les Compotes ou tu en créerais une autre? Non, du coup, là, je commence déjà avec mon agence de communication à accompagner en agence conseil. Mais à côté de ça, je veux vraiment créer une structure à proprement parler et aller chercher du financement pour accompagner des porteuses de projets. Hein. Et sous une forme stick, pardon? Je sais pas. Mais en tout cas, on pourra en parler parce que je sais que toi, tu es très tournée autour des femmes. Ouais. C'est pour ça que je suis là. Il reste encore 1 minute et quelqu'un pour faire les 15 minutes de questions. Je suis sûre qu'il y a des gens qui osent pas. Moi, j'ai une petite question. Ouais. C'est un peu plus par rapport aux relations que tu as autour de toi, que ce soit par rapport à ton conjoint, la famille, etc. Quand tu dis que ton conjoint te comprend très bien, mais tu as sûrement eu des pensées limitantes venant d'eux ou des moments où tu as senti que tu devais te limiter, mais comment tu as fait pour ne pas lui faire Alors, déjà, mon conjoint, lui, il a toujours cru en moi. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il aime que ce soit moi qui soit au devant de la scène et pas lui. Donc ça, c'est déjà incroyable. Il n'a pas d'ego, donc c'est cool. Ma maman a été quelqu'un à qui on a dû dire à peu près la même chose qu'à moi quand j'étais petite, qu'elle n'était pas bonne. Et du coup, elle a transposé ça beaucoup à moi, vu que je suis la petite dernière. En plus, on est une fratrie de 3. Elle a été une fratrie de 3 et on est toutes les deux les dernières du coup de la fratrie. Donc elle a fait un effet miroir avec moi et donc en plus j'étais pas bonne en maths, je gère des entreprises maintenant, c'est là où tu dis il y a vraiment quelque chose de pas logique. Et le jour où je lui ai dit je suis au potentiel, elle était là en mode ah bon, enfin genre pas en mode elle y croyait pas, mais à chaque fois que je lui disais je fais ça, elle me dit oh toi, mais pas en mode elle voulait me décourager, mais vraiment t'es sûre, enfin pourquoi tu fais ça? Et il y a plein de gens qui, en fait c'est pas ma famille ou c'est pas mon conjoint qui m'ont renvoyé ça, c'est plutôt mes proches qui sont plus mes proches en fait, enfin ceux d'avant quoi. En fait c'est ce que je dis aux gens, c'est n'écoutez pas vos proches parce que si, vous pouvez les écouter, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont renvoyer leur peur sur vous. Donc, essayez de mettre ça de côté parce qu'en fait, si vous attendez l'approbation de vos potes et de votre famille, c'est possible que ça n'arrivera jamais, en fait. Oui ? Non. C'est bon, faire le mot de la fin, je suis très impressionnée parce qu'effectivement, ce qui apparaît ce soir, c'est beaucoup d'audace. Ah, le mot, je crois, me plaît bien. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, la soirée continue. Donc, oui, alors, du coup, vous avez une boisson. Si vous en voulez une autre, du coup, vous pouvez commander. Mais on vous a fait une petite surprise. On a une petite sélection de tapas de Los Buenos Dias juste après. Donc là, ça va être un peu sympa. Et le but, c'est que si vous n'avez pas osé me poser une question là, on peut le faire en off. Ça marche aussi. Trop bien, merci beaucoup.